Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une randonnée en Alsace, dans le Bas-Rhin, à la limite avec le département des Vosges. Je suis à la station de ski. Derrière moi, on distingue peut-être quelques installations à la lisière de la forêt. Donc à la station de ski du Champ du Feu. Et je vous propose aujourd'hui une balade sympathique, comme toujours d'ailleurs, sous le soleil. Une chaleur pas trop écrasante, je l'espère. En tout cas, par un temps magnifique. Autour du Champ du Feu. Et puis vers la source, la cascade de l'Andelot. Une fois de plus, j'ai plein de choses à vous raconter sur cet endroit. Alors ne perdons pas plus de temps. C'est parti, suivez-moi. À peine a-t-on commencé le chemin, quelques dizaines de mètres après le parking, que on trouve la première curiosité. C'est ce rocher, le rocher de la princesse Emma. Voilà, qui dépasse, vous ne pouvez pas le louper. Il est sur le bord du chemin. Avec ce rocher, ne vous attendez pas à voir un point de vue sur la vallée. On est entouré de sapins. Quant à son histoire, pourquoi le rocher de la princesse Emma? Eh bien, je sèche. Je n'ai rien trouvé de précis concernant cette princesse Emma localisée au Champ du Feu. Alors, il y a bien une légende sur une princesse Emma, mais du côté de la chapelle de Lem à Metzeral, qui n'est pas du tout dans ce secteur, et qui raconte l'histoire d'une nièce de Charlemagne qui, au cours d'une chasse à l'ours, aurait été sauvée par son cousin Roland, avec lequel elle se serait fiancée et qui serait partie ensuite avec Charlemagne pour son expédition en Espagne. Et l'on sait la fin de cette histoire avec la fameuse arrière-garde de Roland à Roncevaux. Et ensuite, sa dulcinée Emma aurait donc passé le reste de sa vie à pleurer son fiancé Roland dans un monastère, donc du côté de Metzeral. Alors, vous voyez, pas de relation directe ici. Des princesses Emma, il y en a eu aussi dans l'histoire germanique. Alors, les commentaires vous sont ouverts. Si vous avez l'explication de la dénomination de ce rocher de la princesse Emma, faites-le moi savoir. C'est toujours intéressant. Bon, maintenant, je redescends de ce rocher. Voilà, une petite, vous avez vu sur les images précédentes, une petite escalade qui met en forme, et puis je continue mon chemin vers le rocher de l'Edelweiss. Depuis donc le rocher de la princesse Emma, le sentier est forestier, et puis à quelques endroits vous avez des trouées qui vous offrent une vue sur la vallée au pied donc du Champ du Feu. Ici le rocher de l'Edelweiss avec ses sorbiers des oiseleurs pour décor qui sont en fruits. Alors ces baies ne sont pas comestibles, hein. Les oiseaux s'en nourrissent par contre, et ça leur fait une réserve de nourriture pour l'hiver.
Voilà donc le sommet de ce rocher qui offre un petit panorama là-bas vers le col de la Charbonnière. Et puis de ce côté, dans cette petite trouée, on aperçoit en fond la vallée avec le petit village de Belmont. Je sors bientôt de la forêt pour arriver sur la chaume sommitale et juste à l'orée du bois, on aperçoit ce monument actuellement entouré d'échafaudages. C'est la tour du Champ du Feu qui est positionnée sur le point culminant à 1098 mètres. C'est une tour d'observation qui a été construite en 1898 par le club vosgien pour fêter ses 25 ans d'existence. Alors il faut savoir qu'elle mesure 23 mètres de haut et qu'elle est actuellement inaccessible puisque vous le voyez, elle est en travaux. En effet, cette tour qui a donc plus d'un siècle était fermée au public depuis de très nombreuses années à cause de sa vétusté. C'est un édifice qui a été construit en béton armé et béton projeté à l'intérieur. Et le climat très rude de cet endroit en hiver, évidemment, n'est pas très compatible avec une longue durée pour du béton de ce type. Grâce à la Fondation du patrimoine et à la mission Berne, notamment au loto du patrimoine, cette tour a pu bénéficier de financement et donc elle est en cours de restauration. Alors les travaux ont un petit peu pris de retard à cause des périodes de confinement, mais normalement elle devrait rouvrir au public en 2023. Ouais, c'est un peu bête, je me retrouve sur les chaumes, donc à découvert sous le soleil, et être obligé de remettre les jambes de pantalon. Et oui, parce que avec les chaussures de marche, il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que le sable rentre assez vite quand on est en short, avec ce type de crampons assez prononcé, donc qui ramène du sable en arrière et qui rentre forcément dans les chaussures. Donc au bout de 200 mètres, on se retrouve avec une véritable carrière de sable dans les pompes. Et comme je n'ai pas de petite guêtre pour éviter ce phénomène, donc je suis contraint de remettre les jambes de pantalon pour protéger, voilà, éviter que le sable ne rentre par ici. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est peut-être une bonne idée de penser aux, vous savez, juste des mini-guêtres en espèce de lycra là. Voilà, moi j'y ai pas pensé. Vous, vous êtes peut-être déjà utilisateur de ce type d'équipement, mais si vous ne l'êtes pas, pensez-y, ça peut être très utile. Juste derrière moi, vous voyez le refuge du Champ du Feu, qui est un refuge du club vosgien, donc à la disposition des randonneurs pour s'abriter. Vous avez une grande salle avec des tables, et puis donc aux alentours également des tables de pique-nique. Vous voyez sur ce côté-ci, et puis là où je suis installé. Et c'est donc très pratique. Alors évidemment, ici on vous demande d'une part de respecter la propreté des lieux, et puis on vous rappelle également que les feux sont interdits à toute période. Et c'est pas une vaine affaire de mettre ce genre de panneau, puisque régulièrement on constate, voilà, sur différents endroits, des cercles de feu qui sont somme toute assez récents. Alors à la limite on pourrait dire qu'il y en ait un, bon, vous voyez, encore un juste ici au pied du chalet,
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ce qui se passe dans la tête des gens quand il y a déjà un endroit comme ça qui est fait. Pourquoi en refaire un deuxième, un troisième, voire certainement un quatrième de l'autre côté? C'est complètement stupide. En plus, on est dans une réserve ici, une zone protégée, avec de la chaume. Alors surtout en ce moment, c'est ultra sensible avec la sécheresse. D'ailleurs, pour le week-end du 15 août, la préfecture du Bas-Rhin avait interdit la quasi-intégralité des massifs forestiers à la promenade, enfin aux activités dans ces massifs. Allez, maintenant on continue. Alors pour parler un petit peu de ce champ du feu, on est sur une chaume de type pelouse alpine qui se trouve, donc je vous ai dit le point culminant, 1098 mètres, donc on est dans les alentours du 1000 mètres. Et ce nom champ du feu, c'est quelque chose d'assez récent, enfin récent entre guillemets. On ne retrouve pas de traces de cette toponymie avant le XVIIIe siècle. Et ce site est répertorié de façon plus ancienne, notamment dans des archives germaniques, puisqu'on est aussi sur une zone à la fois frontalière entre le Saint-Empire romain germanique et puis le duché de Lorraine, mais aussi à la limite entre les langues alémaniques et celles romanes, langue d'Oïl. Et donc avant de s'appeler Champ du Feu, on a beaucoup d'archives qui remontent jusqu'au XIIIe siècle, où il est nommé Hochfels, donc le haut champ, dont la vocation était de servir de pâturage. Donc en allemand, ce pâturage Umschampe, qui en français a donné champé. Et puis par déformation linguistique, champé, champ d'Ophé qui a été vulgarisé en champ du feu. Voilà un petit peu l'étymologie du site. Alors c'est un panorama superbe, hein. Vous voyez autour de moi. Et sur ce site ont été installés, vous verrez si vous venez vous balader ici, vous verrez des sculptures qui ont été installées. Alors je vous remettrai juste en dessous, en incrustation, le nom de l'artiste et la date d'installation. Voilà ces sculptures, donc 3 sculptures différentes en fonte qui, je crois, symbolisent des éléments naturels. Et puis au pied, vous avez des petits pavés de marbre. Alors c'est peut-être ça qui peut créer polémique, puisqu'il faut savoir que ces morceaux de marbre, je crois, viennent du Rajasthan en Inde. Et en face de nous, comme un phare, toujours présent, le tonneau. Alors sur cette portion du GR5, on tombe sur la source de l'Andelot. Alors au miracle, elle coule, mais je pense pas qu'elle soit au meilleur de sa forme. En tout cas, ça a l'air de suffire à faire le bonheur des sangliers qui sont dans le coin. Alors, un petit peu en aval se trouve la cascade de l'Andelot que on va aller visiter. Par contre, je ne sais pas dans quel état elle va être.
Bon, il y aura quand même un petit peu d'eau, je pense. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, j'ai quitté la cascade de Landelot, magnifique endroit, hein, comme vous avez pu le remarquer. Alors j'ai pas trop parlé sur place parce que c'est quand même un endroit assez touristique, connu et puis assez accessible depuis la vallée. Heureusement, bon, on est encore en période estivale, mais c'est la fin des vacances et on est en semaine, un lundi, donc il y a quand même moins de monde. C'est un peu plus agréable. Et puis là, je suis en train de me rapprocher du petit chalet du Rohrbach. Et sur le chemin, là, juste derrière moi, vous voyez une ferme. La Nouvelle Métairie, ça s'appelle. Voilà, bon, qui a l'air fermée là pour l'instant. Mais un très joli bâtiment avec une belle prairie devant. On doit être bien là. Et une petite pause au chalet du Rohrbach, alors qui est fermé parce que ce n'est pas un chalet du club vosgien pour les randonneurs, je ne pense pas. Je pense que c'est un relais de chasse. Néanmoins, il y a quand même possibilité de se mettre à l'abri et d'avoir l'usage de deux grandes tables avec des bancs, ce qui est bien pratique en cas de petites ondées ou de gros orages. Je suis dans une magnifique étrée par un petit sentier tout à fait agréable. Quand le soleil cogne, ça fait du bien d'être à l'abri. Et ce sentier, donc, qui est balisé rond bleu, dit de la Grande Ceinture. Et là, je cherche la bretelle pour aller au Münchenstein. Voilà l'arrivée au sommet du rocher. À 971 mètres. Alors depuis ce superbe point de vue, on balaye vraiment les sites emblématiques de l'Alsace, puisque
De ce côté, nous avons, hop, si j'agrandis, on voit sur le sommet le Haut-Königsbourg. Et si je me retourne, nous avons ici le mont Sainte-Odile. Voici le petit abri du Neutelstein. Alors c'est un abri assez rustique. Il dispose quand même de bancs et de tables. Et puis on peut voir qu'au-dessus, même si la lumière n'est pas terrible, il y a une sorte de petite mezzanine avec quelques barreaux sur le piquet. Et donc un accès sur cette mezzanine par un trou, voilà, dans le plancher. Bon, je pense qu'on peut mettre un ou deux matelas et sacs de couchage au-dessus. Ça peut dépanner. Malheureusement, comme souvent, on constate des détritus, des feux, des choses comme ça. Bon. C'est un endroit qui est vraiment superbe et forcément ça attire du monde, donc pas forcément que des gens bien intentionnés. Bon voilà, le campement est installé. Je dois dire que j'ai pas la plus mauvaise vue. Je devrais avoir normalement le lever de soleil sur le mont Sainte-Odile au loin, qui est un peu dans la brume là. Voilà, là-bas. Donc ça devrait être quelque chose de bien demain matin. Bon, je vais pas m'étendre sur... voilà, c'est une simple tente de place dôme. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. J'ai mes petites affaires pour faire un petit peu à manger. Évidemment, je vais pas faire un feu de la Saint-Jean. On est en période de sécheresse et au même titre que les massifs du sud de la France, tout feu est interdit en forêt. Évidemment, on a eu la semaine dernière un gros incendie, quelque chose de jamais vu. 60 hectares qui ont brûlé. Alors pour certains, ça peut paraître très peu, surtout comparé à ce qu'il y a eu en Gironde. Mais pour les Vosges, c'est le plus gros incendie de forêt qu'il y a eu depuis plus de 20 ans, si ce n'est pas plus. Donc il faut vraiment être très vigilant et éviter tous ces feux inutiles, surtout quand il fait extrêmement chaud. Donc voilà. Allez, un petit peu de restauration et puis ma foi, on va attendre que le soleil disparaisse petit à petit pour profiter des belles lumières qu'il a à nous offrir. Eh bien, matin du deuxième jour, une très bonne nuit passée ici, dans le calme, avec un superbe lever de soleil. J'espère que les quelques images que j'ai prises rendront un peu compte de ce qui se passait. Donc, le programme de la journée après le petit-déj, ça va être de retourner vers le champ du feu. Et puis de là, aller vers la cascade de la Cerva et la grotte du Déserteur. En attendant, donc comme je vous l'ai dit, le camp est remballé. Vous voyez, l'emplacement de la tente était là, bien plat, sans cailloux, sans racines. Tout est rangé.
Et puis, ma foi, un petit café et on reprend la route. Je me dirige vers la Rotla et je suis à un endroit avec un joli petit calvaire, un carrefour, et je prends le chemin des bornes. Voilà, je suis arrivé au carrefour de la Rotla avec l'auberge du même nom qui propose, si vous le souhaitez, des spécialités régionales. Voilà. Et puis donc moi je prends ce petit chemin forestier qui nous fait rentrer une nouvelle fois dans la zone refuge, donc où il est demandé la plus grande discrétion. Et je me dirige vers l'ancienne métairie, qui a donné d'ailleurs son nom à cette route. Alors c'est une partie goudronnée qui est pas très longue, et ensuite on récupère le GR 531, d'ailleurs on est dessus, hein. Et puis après on récupérera des sentiers forestiers plus classiques. J'arrive à l'ancienne métairie qui dispose d'un petit abri du club vosgien bien sympathique comme d'habitude avec banc et table. Et puis donc nous sommes à 951 mètres et le bonus dans l'affaire c'est qu'il y a une source juste à côté. Voilà, 20 mètres plus loin. Une petite source d'eau. Alors avec le panneau eau non potable, bon c'est parce qu'elle n'est pas analysée, voilà, c'est simplement pour ça. Mais autrement, je pense qu'elle est largement meilleure que l'eau du robinet des villas. Et pour une petite pause, c'est franchement l'idéal ici, c'est très calme. Avec une belle vue, un petit peu dégagée. Voilà. Et moi, je continue ma route par ici, le petit chemin qui monte dans les bois pour rejoindre le champ du feu. Allez, je suis arrivé à un embranchement. Donc je vais quitter le GR5 pour donc le chemin qui rejoint celui que j'avais pris hier. Et là, je vais prendre celui-ci qui est balisé point rouge et qui va m'amener à l'autre extrémité du champ du feu, à la crête des myrtilles. Alors évidemment, ça grimpe un peu plus, mais c'est plus court.
Et zou, c'est parti. Et bien voilà, je sors tout doucement de la forêt pour rejoindre le champ du feu par la crête des myrtilles. Et là, le matin, c'est vraiment un spectacle superbe. Voilà, petit passage dans un pâturage. On va aller dire bonjour aux filles du coin. Voilà, c'était l'animation qui manquait à la carte postale. Avec des vraies Vosgiennes. L'avantage, c'est qu'elles sont pas très farouches, elles ont l'habitude de voir du monde, et puis pas agressives du tout. Donc vous pouvez, je sais que certains craignent un peu les vaches dans les randonnées quand il faut traverser les parcs, mais ici vous n'avez aucun risque. Elles sont très très gentilles et accueillantes. Allez, je poursuis. Je m'approche tout doucement de la cascade de la Cerva. D'ailleurs, à côté de moi, vous entendez la Cerva qui coule, le ruisseau. Alors, comme c'est un lieu assez touristique, je pense qu'il va y avoir du monde. Donc, évidemment, je vais vous faire des images, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une légende sur cette cascade de la Cerva que je vais vous conter. Et pour être tranquille, eh ben, je compte sur un petit tour de passe-passe vidéo et je vous laisse dans un premier temps avec les images de la cascade et cette fameuse légende. Magie de la vidéo, vous me retrouvez donc, alors que je suis actuellement à la cascade de la Cerva, vous me retrouvez sur mon campement d'hier soir pour vous conter la légende de la demoiselle de la Cerva. Alors j'ai pris des notes, j'ai pas appris par cœur, je suis pas comédien. Hein. Voici donc la légende. La demoiselle de la Cerva serait une fée des eaux qui veillerait sur les eaux issues du champ du feu. Lorsque le vent du nord hurle sur les sommets, l'on raconte dans les chaumières que c'est la fée qui est en colère, car les hommes ne respectent pas la nature. Ceux qui ont eu la chance de la voir dans les reflets de la cascade racontent que ses yeux sont limpides comme de l'eau, que sa chevelure est verte, soyeuse et lisse comme les herbes du fond du ruisseau, que sa peau est fraîche comme la rosée, que sa robe est tissée avec des écailles argentées des poissons et que son sourire est enchanteur comme le premier rayon de soleil du matin. Un jour, un jeune homme construisit sa cabane près de la cascade pour être plus près de la fée dont il était amoureux. Tous les soirs, il passait près de l'eau en ramassant du bois et s'asseyait sur un rocher pour lui parler. Puis il rentrait chez lui et rêvait de la fée. Cela dura de nombreuses années. Le soir de sa 41e année, alors qu'il était assis sur son rocher, il entendit son nom. Un visage lui apparut dans l'eau. Le paysage se transforma et le temps se figea. La fée était là et lui tendit un bouquet de bleuets. Elle lui dit que chaque fleur de ce bouquet représente l'un de ses vœux et qu'il suffit qu'il pose son regard sur eux pour qu'ils se réalisent. Il prit les fleurs, les serra contre lui et les regarda. À cet instant, chaque fleur se transforma en pièce d'argent tombant à terre. Il regarda alors la fée qui se mit à pleurer avant de disparaître à jamais en laissant derrière elle un torrent tumultueux. Le jeune homme réalisa que tous ses beaux rêves s'étaient transformés en rêves d'argent. Il se sentait bien seul
et sut que désormais il n'aurait plus de belle à attendre. Il revint le lendemain pour un dernier adieu et trouva un bouquet de bleuets auprès d'un arbre. Voilà cette légende de la demoiselle de la Serva qui aujourd'hui encore peut bien faire réfléchir. Après cette cascade de la Serva et son histoire, c'est maintenant vers la grotte du déserteur que je vous emmène. Et même topo, magie de la vidéo, images et légendes. Une autre histoire beaucoup plus récente que celle de la demoiselle de la Serva concerne la grotte du déserteur. Louise était la fille unique de fermiers de Haute-Goutte qui était fier d'avoir une fille si belle et si travailleuse. Jean était son amoureux depuis l'enfance. Ils se retrouvaient tous les soirs à la veillée. L'histoire se passe sous l'Empire napoléonien et à l'époque, les jeunes hommes étaient soumis au tirage au sort qui décidait de leur enrôlement dans l'armée pour le service militaire. Le sort ne fut pas clément pour Jean, qui dut aller en garnison à Strasbourg. Lambert, fils oisif d'un riche personnage du pays, en profita pour faire la cour à la belle Louise. Il avait décidé d'en faire sa femme. Devant ses refus, Lambert lui annonça que Jean avait été blessé et gravement mutilé à la guerre et par conséquent qu'elle devait oublier cet estropié. Louise ne voulait pas croire en un tel malheur. Elle chargea un ami d'aller chercher son Jean à Strasbourg. Cet ami amena Jean, qui était en parfaite santé, et démontra l'odieuse machination de Lambert qui fut chassé par les villageois. Lors de son retour à la garnison, Jean fut attaqué par des brigands à la solde de Lambert et laissé pour mort. Il fut découvert 2 jours plus tard par un passant qui le ramena à la Haute-Goutte. Jean, ayant disparu de sa caserne sans autorisation, fut considéré comme déserteur. On le cacha alors dans la grotte pour le soigner. Ayant retrouvé la santé, il se rendait tous les soirs à la maison de Louise. C'est là qu'il fut découvert, arrêté puis jeté en prison à Strasbourg. Louise chercha à le faire innocenter, mais en vain. Le pasteur Oberlin lui conseilla alors d'aller trouver la fiancée de l'empereur, Marie-Louise d'Autriche, lors de son passage à Strasbourg durant le voyage qu'il amenait à Paris pour son mariage. Lors de la cérémonie d'accueil en France de la princesse, Louise se jeta à ses pieds. Émue par ce grand désespoir, la princesse défendit sa cause. Jean fut reconnu innocent et fut libéré. Il épousa Louise et ils vécurent heureux à la Haute-Goutte. Quant à Lambert, nul ne sait ce qu'il est devenu. Allez, on retourne sur le chemin de la grotte du déserteur. Alors, on voit le haut de la grotte, le rocher, le petit chemin qui y menait, mais voilà, certainement qu'il y a eu des problèmes. Bon, le chemin est vraiment très escarpé, ça se comprend, il y a des risques. Donc, n'incitons pas et restons prudents. Voilà, néanmoins, vous avez pu connaître la légende. Et puis, je vais faire ma petite pause avec cet aménagement et cette vue. Magnifique. Et de la grotte du déserteur, un petit peu plus vers là et un petit peu plus haut, on a le village de Nasvillers. Et puis au-dessus, hop là, alors je vais essayer derrière les arbres là, nous avons le mont du Struthof qui est donc juste au-dessus du sinistre ancien camp nazi du Struthof et des grandes carrières où étaient réduits à l'esclavage les déportés qui étaient internés au camp. Alors je vous en ai déjà parlé de ce camp. Il faudrait que j'aille faire une randonnée là-bas pour vous expliquer tout ça plus en détail. Mais c'est sur le territoire français, c'est l'unique camp de concentration
où il y a eu aussi les exterminations de déportés juifs. Dans ces temps actuels un peu troubles, ça fait du bien aussi de se rappeler jusqu'où peut aller la folie des hommes. Voilà. J'approche maintenant du parking de la station de ski, ce qui signifie que ma randonnée est terminée, qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous remercier de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos remarques en commentaire. Et puis je rappelle, si quelqu'un peut me donner l'explication du rocher de la princesse Emma, pourquoi il s'appelle ainsi, mettez-le moi aussi en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ces 2 jours autour du Champ du Feu, de ces cascades, vous a plu. Je vous invite à venir découvrir cet endroit magnifique, par toute saison d'ailleurs. L'hiver est aussi agréable puisqu'il y a possibilité de faire des randonnées en raquette. Alors n'hésitez pas, venez découvrir l'Alsace, venez découvrir le Champ du Feu. Et puis moi je vous dis à bientôt sur d'autres chemins. Profitez de la nature, faites-y attention, on n'en a qu'une. Et à bientôt. Salut!